mais progressivement. Je parle sous le contrôle de Laurent. Généralement avec les sourires. Voilà, donc, et peu à peu, voilà, c'est les techniques d'interrogation. Voilà. Et donc, il faut, et peu à peu, donc, on lui demande sa version, mais on ne lui a pas encore dit ce qu'ils avaient dans le dossier. Et à ce moment-là, selon le cas, ça confirme, ok, donc à ce moment-là, il constate, alors, le cas qui n'est pas un cas d'école, ça arrive souvent, par exemple, qui se concerte par téléphone, s'ils se concertent par téléphone pour dire tu dis ça et toi tu dis ça, ils les mettent les deux en garde à vue, ils déroulent avec une grande assurance leur version, et à ce moment-là, ils les informent des écoutes. Et ensuite, c'est question, vous avez dit ça tel jour, telle heure, telle minute. Et à ce moment-là, on ne voit pas d'autre solution de dire soit j'ai menti, soit on se la boucle, ce qui est le droit. Soit on leur dit, que faisait votre ADN dans le coin, hein, ou autre chose. Ou encore comme quelqu'un qui dit j'ai jamais volé cette voiture. Il y avait une caméra de vidéosurveillance et votre coiffure, et il avait une coiffure en crête colorée inimitable et très aisément repérable. Depuis il s'est coupé les cheveux très courts. Hein. C'est comme ça qu'on a repéré mon cambrioleur. Très bien. Voilà. Donc, à la fin de la garde à vue. Voilà. La garde à vue, alors soit on n'a pas pu avoir autre chose que des raisons plausibles. Dans ce cas-là, le procureur dit relâchez-le. Hein. Oui, mais pour juste une petite parenthèse, quand on parle d'écoute téléphonique, il faut être persuadé que l'écoute téléphonique zéro n'existe pas. Sinon, la sécurité de l'État sera mise en cause totalement. Oui, mais là, je parle de... En même temps... Elles sont hors procédure pénale. Elles sont hors procédure pénale. Elles sont... Oui, bon, c'est bien, mais bon. Elles existent. Bon. Mais, voilà. Alors, mais bon, il faudra que tu prouves quand tu as écouté aussi. Ouais. Alors, soit il est présenté... Généralement, les terroristes, les gens très dangereux qui sont suivis. S'il y a 10 millions d'habitants, on va pas écouter 10 millions d'habitants, c'est pas possible. C'est des gens bien ciblés en ce moment. Bon, soit il est laissé libre. Soit il est laissé libre, il n'y a pas plus que des raisons plausibles. Soit, ses explications collaient, je ne sais pas si elles étaient vraies, mais elles collaient, elles tenaient la route. Soit il est présenté, on peut dire déféré, au procureur de la République. Alors, soit qu'il peut dire que c'est libre, ça c'est rare. Quand il est déféré, c'est qu'il a demandé lui-même à ce qu'on l'emmène. Soit le présenter à un juge d'instruction. Alors, quand il y a une instruction déjà ouverte, maintenant des choses qui ont été caractérisées par l'instruction, il peut être présenté directement au juge. Et donc, ou alors sinon, c'est le cas normal, qui est le nôtre cet après-midi. Donc, entrevue avec le procureur, qui ouvre, comme on dit improprement, une information judiciaire, c'est-à-dire qui écrit, donc, qui établit un réquisitoire afin d'informer. Voilà. Et à ce moment-là, un juge d'instruction est nommé. Alors ensuite, on va... Alors, le juge d'instruction. Alors, il faut rappeler qu'en matière criminelle, et là on est en matière criminelle, c'est obligatoire, article 79. Voilà. Donc, il y a obligatoirement en matière criminelle une information, l'ouverture d'une information. Donc, saisi par le procureur de la République, bon, tout ça, je mets les articles. Alors ensuite, il passe, j'aurais dû mettre le terme, mais bon, le terme n'est pas dans le code de procédure, il passe ce qui s'appelle un IPC, un interrogatoire de première comparution. Un interrogatoire de première comparution. Bon, il comparaît devant le juge, quoi. Il est présenté au juge d'instruction. Le juge d'instruction, après, il fait son rapport à qui? Il dépend qui? Du procureur? Il
Un juge d'instruction qui dépend du procureur? Je sais pas. Non, pas vraiment. Son rapport à qui, en fait? Ah ben seul. Non mais bon, si on n'est pas d'accord avec ce qu'il fait, enfin, on va en cours d'appel, chambre de l'instruction. C'est lui qui tient Non, l'instruction. non, il a le pouvoir d'enquête. Oui. C'est l'enquête. C'est les investigations. Donc, c'est quoi la différence entre un procureur et un juge d'instruction? ben, le procureur, c'est l'avocat de la société. Oui, Il c'est- dépend de l'État. il propose les peines. Voilà. Et le juge d'instruction, il est comme tous les magistrats, indépendant. Et il met l'enquête puisque c'est une instruction. C'est pour ça qu'on appelle parfois le procureur avocat général. À l'avocat général, c'est dans la cour. Non, c'est dans les audiences à la cour. Oui. Au cour. Cour d'appel, cour d'assises, ou cour de casse. Oui, on lui C'est donne toujours le nom avocat d'avocat général. Comment, enfin, il y a enfin, selon que ce soit un procureur ou un juge d'instruction, comment c'est décidé? Ah bah c'est le procureur, c'est le parquet. Sauf exception. S'il accepte Sauf- de le faire ou s'il Ah non, voilà. Mais par exemple, Le juge d'instruction ne peut pas se saisir tout seul. voilà. Oui, Mais par exemple, il y a la case procureur d'abord. Oui, mais du coup, ah bon, si alors le on procureur peut dit, sauter je sous viens certaines faire le conditions. truc, On peut sauter sous certaines conditions. La case, on peut la passer sous certaines conditions. C'est-à-dire qu'on a eu un exemple. Sarkozy voulait supprimer le juge d'instruction pour le remplacer par une procédure accusatoire où le parquet aurait des pouvoirs accrus d'enquête et il y aurait non plus un juge d'instruction mais un juge de l'instruction, c'est-à-dire juste un juge de la légalité de la procédure. Mais là, ce qui s'est passé, c'est que dans l'affaire Bettencourt et tout, c'était le procureur des Hauts-de-Seine qui a été saisi, le procureur qui s'appelle Philippe Courroy, et qui a ouvert une enquête préliminaire. Et les enquêtes préliminaires, elles peuvent durer autant qu'on veut. Ouais. Elles peuvent être renouvelées, ce qui fait que ça n'a pas bougé. Ou il y a eu une enquête, mais bon, en tout cas, et c'est pour ça que finalement, je crois que le grand service a été rendu au juge d'instruction parce qu'on a vu les limites de la chose. Maintenant, donc, bon, notre mise en cause, qui sort de garde à vue, il arrive devant le juge. Donc le juge, lui dit, j'aurais dû le mettre d'ailleurs, lui dit donc, on lui rappelle qu'il a le droit de garder le silence, de faire des déclarations, tout de suite. Alors là, il faut voir le contexte, et ça c'est vraiment de la cuisine. C'est que tout dépend un peu tout dépend s'il vient seul, accompagné de son avocat ou de l'avocat de permanence. Sachant que il n'est pas mis en examen, on n'a pas vu le dossier. Alors dans ces cas-là, quand on est avocat de permanence, qu'on a quelqu'un qui est comme ça, on lui conseille de garder le silence et de dire je réserve mes déclarations après m'être entretenu avec mon avocat. Parce que donner des conseils devant le juge alors qu'on n'a rien vu et que ça peut motiver une mise en examen, un déféré devant le juge des libertés et de la détention qui peut aboutir à une détention provisoire, c'est quand même une charge qu'on a modérément envie de prendre. Voilà, donc on peut conseiller ça. Et là, le juge, donc lorsque le mise en cause lui est présenté, décider qu'il n'y a pas de charge, on peut laisser là pour le moment. Parce qu'une fois qu'il a parcouru la garde à vue, déféré parquet, le parquet le présente au juge d'instruction, c'est qu'il commence quand même à avoir des lignes. Mais c'est ça qui est bizarre. Après, excuse-moi de revenir sur cette histoire de fichiers S, mais après on a plein de types, on te dit que c'était des fichiers S, on te dit qu'ils ont été auditionnés, puis on te dit qu'on les a relâchés. Alors comment ils ont fait leur... Parce que la fiche S n'est pas en elle-même constitutive d'une infraction. Oui, mais pour te fichier S, ils ont quand même des... Ça peut être quelqu'un qui évolue dans une zone dont on le voit qui se radicalise, qui fréquente une mosquée qui n'est pas interdite, mais dont les imams ont un discours plutôt compliqué. Voilà, donc les fichiers S, déjà je crois qu'il y a 5 degrés de S, il y a 5 degrés de S, donc il faut... Mais la fiche S n'est pas en elle-même constitutive d'une infraction. Elle peut, avec les éléments qui ont abouti à l'inscription au fichier S, on peut peut-être établir des associations de malfaiteurs, des actes préparatoires à la commission d'actes terroristes, mais ça peut donner lieu à ouvrir enquête. Mais ça tout seul,
Ça tout seul, non. Parce que c'est une mesure administrative. Mais si t'es fiché, est-ce que tu te retrouves à faire de la garde à vue, que tu te retrouves La garde à vue, pourquoi? Je sais pas parce que... Ah bah, c'est important quand même. Oui, parce que C'est une infraction, hein. Moi, je suis pas dans le truc, mais des fois, tu vois, tu lis par exemple sur une manchette de journal, le type était fiché S, qui était passé devant le juge et compagnie, qui l'a relâché. Alors, comment c'est possible si avant de passer devant le juge, il faut déjà que tu aies passé tout ça? Comment étudies en plus? Alors ça, moi, il y a inéquité, c'est-à-dire qu'il n'y a pas toujours une réalité du terrain, ça dépend de plein de facteurs pour qu'on puisse arriver à un résultat. Donc il se pourrait que les facteurs n'aient pas été réunis pour qu'on puisse le garder. Il est sous la fiche pour avoir commis un certain nombre d'infractions. On suppose que pour l'instant, il est surveillé, mais il n'a pas encore commis. On attend lorsqu'il commettra. Si ça s'appelle le droit de l'homme. Non, mais des fois, c'est quand tu lis les manchettes de journaux où ils te disent le type était déjà fiché S, etc. Il était passé devant le juge. Ah non, il y a eu des journaux qui ont parlé. Ouais, mais bon, non, mais bon, moi, non, mais bon, moi, pour me faire une opinion, je ne me base pas sur des articles. Ça, parce qu'il faut voir le dossier. C'est sûr. Voilà, il faut voir le dossier. Je rajouterais que fichier S, c'est un renseignement. Voilà, c'est pas une. C'est pas un des antécédents judiciaires. C'est pas une mise en accusation sur la base d'une infraction. Et c'est pas non plus ce qui pourrait justifier, contrairement à ce qu'on a pu entendre lors de la campagne électorale, une expulsion. Puisqu'en l'occurrence, c'est juste du renseignement. Donc, je peux être fiché S. À partir de là, on va surveiller davantage, on va faire attention davantage, on va éventuellement faire une petite perquisition de temps en temps pour savoir ce qu'il y a voilà, chez lui. Mais c'est tout. On ne pourra pas reprocher aux services enquêteurs de faire plus tant qu'ils n'ont pas plus de renseignements. Alors, juste une alarme, un clignotant qui s'allume. Soit on le met en examen. On le met en examen. Article 80-1. S'il existe des agrives graves et concordants, c'est pas grave ou concordant, c'est grave et concordant, c'est-à-dire qu'ils vont dans la même direction, qu'il ait pu, et là le terme pu, participer comme auteur ou complice à la commission de l'infraction. C'est-à-dire. Il est fiché S. Il est mis en examen. J'ai cru que tu avais dit une grossièreté. Voilà, indice grave et concordant, c'est-à-dire qu'il ne faut pas des indices légers, il ne faut pas des présomptions, il ne faut pas des choses comme ça. Il faut des indices graves et concordants donc dans la même direction, qu'il ait pu participer comme auteur ou complice à la commission de l'infraction. Il y a un statut intermédiaire qui s'appelle statut de témoin assisté. On y reviendra une autre fois. C'est un statut où il est possible, en gros, ça rejoint, si mes souvenirs sont bons, les raisons plausibles. L'avantage du statut de témoin assisté, c'est que comme pour la mise en examen, on a accès au dossier. Avant il fallait être inculpé avant le 1er janvier 1994. On dit maintenant mise en examen. Voilà, donc on a pour le coup maintenant accès. Maintenant le dossier, on peut le lire. L'avocat peut s'en faire communiquer une copie numérique maintenant, ce qui est quand même très commode. Quand on a par exemple des cotes, quand on a 100 tomes, 100 000 pages à peu près, il y a un dossier de terrorisme qui fait dans ces eaux-là. Donc, mieux vaut l'avoir en DVD plutôt que d'avoir tout un rayonnage. Voilà, donc c'est... Quand on a parlé aussi de la question de la rupture du secret d'instruction, parce que dans toutes les histoires qu'il y a eu, Filon, machin, Bouche, ils ont parlé à un moment donné de rupture du secret d'instruction. Alors pourquoi ? Le secret de l'instruction, comme le secret de l'enquête, je trouve ça, vu comme il est transgressé, c'est un peu une chimère. Exact. Parce que ce qui se passe, c'est que les journalistes ont leurs sources. Alors, je ne sais pas où, je me garderai bien de déterminer. Mais par moment, je me suis dit,
par exemple, quand on apprend que telle personne protagoniste dans un dossier où on est a été placée en garde à vue, et que nous on n'est pas au courant, que ce n'est pas encore dans le dossier. Parce que dans le dossier, ça se passe comment? Par exemple, mettons quand il y a des policiers qui passent en garde à vue, dans le cadre d'une instruction, ils remontent, bon, une fois qu'ils ont établi, signé tout, ils remontent ça au greffier du juge, ou au greffier ou des juges, voilà, qui les cote, c'est-à-dire qui les numérote. Ils mettent un numéro sur chacun. Ça prend du temps, ce qui fait qu'on est au courant par la presse de certains éléments du dossier qui n'ont pas encore été cotés. Question matérielle. Mais comme quoi, des fois, bon, des fois on est un peu payé, parce que quand il est coté, après, une fois que c'est coté, il faut le numériser. Donc ça prend du temps. Mais c'est comme une personne. Ça te fait tomber une procédure dans le vide. Non. Ça incrimine les personnes qui ont violé le secret de l'instruction. C'est pas les recours. Parce que bon, en fait, ce qui se passe, c'est que le secret de l'enquête et le secret de l'instruction va un peu à l'encontre de la liberté, le principe de la liberté de la presse, liberté d'expression, et donc de la protection des sources. Ça a à voir avec la protection. Donc en fait, on a deux libertés qui se télescopent. Et il faut combiner un peu. Voilà. Et t'as pas de voie de recours, quoi. Les gens qui sont victimes de ça, ils n'ont pas de voie de recours. Les gens qui sont droit de recours, celui les qui gens a qui sont fait une victimes de infraction. rupture du secret d'instruction. Ah bah si, on peut porter plainte. On peut porter plainte. Oui, tout à fait. C'est une infraction. Alors, ma première question est, s'il y a violation du secret d'instruction ou de l'enquête, est-ce que c'est un vice de procédure? C'est ça? Deuxième question. Bah, toutes les principales procédures tomberaient à l'eau direct. Hein. Ah oui. Mais par exemple, il y a une fois une gaffe. Ce qu'on oublie de dire, c'est que Guy Georges a failli ne pas être attrapé parce qu'ils étaient à sa recherche, ils l'avaient identifié. Et puis il y a une radio qui a passé l'information. Dieu merci, il ne l'avait pas entendu. Et c'était quand même Guy Georges. Oui, Sarah. Bien sûr. Allez, 5-10 minutes. Ah d'accord, ok, ça marche. Petite pause. Bah oui. Ah oui. Qui apprend qu'il a Tu peux être ça. la presse,